Bonsoir. Bonsoir et surtout merci de nous avoir attendus pendant 5 mois. Et puis aussi merci de conserver votre indulgence à quelqu'un qui en possède personnellement aussi peu. Vous pensez bien que pendant 5 mois, nous avons pensé à certaines modifications. Eh bien, le moment est venu de vous les présenter. Il y a eu beaucoup de changements. D'abord, nous avons 2 barmen nouveaux que vous ne connaissez pas, André et Raoul. Ils vont avoir beaucoup de travail parce qu'il fait très chaud ce soir et je pense que nous aurons assez soif. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas changé en revanche, c'est le culte que nous vouons à l'actualité et à la notoriété. Lorsque les deux vont de pair, comme c'est souvent le cas, bien vous pensez si nous sautons sur l'occasion. Ainsi, lorsque j'ai lu dans les journaux hier matin que l'Académie française, la vieille dame du Quai Conti, vous connaissez, venait de se doter d'un nouveau secrétaire perpétuel, j'ai pas hésité à m'introduire dans un emploi du temps déjà très chargé. Je trouve, Jean Missler, qu'être à la fois immortel et perpétuel, ça fait un peu double emploi. Ça fait double emploi, oui. Mais enfin, on est immortel que jusqu'à la mort, donc c'est synonyme. Vous êtes un petit peu le président de la République des lettres. Oh non, non. Pour le président de la République, on disait autrefois qu'il ne faisait rien, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Non, non, c'est un observateur, si vous voulez, un modérateur, un arbitre, mais pas plus. C'est en tout cas le seul académicien qui doit être élu 2 fois. Oui, c'est exact. Et une première fois à son fauteuil, une seconde fois au perchoir. C'est ça. Et non, le tabouret n'est pas prévu. Ça, le tabouret. De préférence avec une majorité encore plus confortable la seconde fois que la première. Une élection de maréchal, comme on dit. Oui, c'est le cas qui s'est produit pour moi. J'ai eu 28 voix, par conséquent, je peux me faire un ennemi par an pendant 8 ou 9 ans et avoir encore une majorité. Mais je préfère pas, tout de même. Quelles sont les qualités qu'on exige d'un secrétaire perpétuel? Toutes. Par conséquent, il est difficile de les réunir. La diplomatie. La diplomatie, la fermeté, la discrétion, la prudence, la patience, tout. La gentillesse aussi. La gentillesse aussi, bien entendu. Et à ce point de vue, mon prédécesseur était amplement fourni. Maurice Genevoix, oui. C'est vraiment extraordinairement gentil, mais aussi très ferme. Oui. Et puis alors, il faut recevoir les visites des candidats. Oh, ce n'est pas le plus terrible. Ils écrivent, les candidats. Ils écrivent. Alors. Oui, ben, je pense bien qu'ils savent écrire pour postuler. Pas forcé. Ah, il y a eu des précédents d'analphabètes qui je ne crois pas. Parmi vous. Tout à fait analphabète, je ne crois pas. Mais enfin, il y a eu des candidatures assez bizarres, oui, quelquefois. Alors, la fonction comporte, monsieur le perpétuel, quelques avantages. Vous avez un merveilleux appartement qui donne sur la Seine. Qui donne sur la Seine, avec une vue au nord. Oui, on ne peut pas avoir tous les bonheurs. Oui, mais enfin... Vous avez une voiture de fonction. Il paraît, oui. Il paraît. Je vous l'apprends, vous étiez déjà... Non, je me le suis laissé dire. Bon, ça, ce sont des avantages qui, malgré tout, comptent, parce que ce sont les petites satisfactions quotidiennes qui... C'est ce qu'on appelle les avantages en nature. En nature. Bon. Alors, si vous voulez bien, venons-en aux inconvénients, il y en a aussi. Mais je ne crois pas que le travail soit jamais un inconvénient en soi, n'est-ce pas? Ce qui est difficile, c'est que tout à l'Académie est une question d'usage et de tradition. On parle toujours du règlement. En fait, il n'y a presque pas de règlement à l'Académie, mais il y a par contre des usages qui sont extrêmement sévères et qu'il faut bien connaître pour ne pas s'en écarter. Par exemple? Eh bien, par exemple, tenez pour une candidature, par exemple, au poste de secrétaire perpétuel, on n'est pas candidat. On n'est pas candidat, et je ne sais pas par quel mystère on sait que peut-être ce sera celui-là qui sera élu. Mais enfin, c'est assez curieux, c'est un jeu de cache-cache qui est assez savant, ma foi. Alors, parmi les inconvénients, je ne rangeais pas le travail, je rangeais certaines servitudes mondaines. Je voulais parler des dîners qui ne sont pas toujours gais, des enterrements qui sont quelquefois, Dieu merci, plus gais que les dîners. Non, les enterrements ne sont jamais gays, mais les dîners ne le sont pas, parce que vous vous rappelez le mot admirable de la Biche. Une fois, dans un dîner, je ne sais plus dans quel salon très littéraire, il était entre 2 femmes, jolies, ma foi, et l'une d'entre elles lui dit « Quels sont les avantages ?» Eh bien, disait l'autre, n'est-ce pas, tout de même, on a un uniforme, on est là. Et puis, il y a beaucoup de dîners. Oui, on est nourri. Et il disait « Vous voyez comment ?» en montrant son assiette dans laquelle refroidissait je ne sais quelle volaille innommable. Alors... Et puis il faut mettre l'habit vert plus souvent que les autres. Oui, ça, souvent. Enfin déjà, vous aviez un prix d'assiduité. Oui, j'ai été très assidu, c'est ce qui a été récompensé d'ailleurs, certainement. Mais on ne donne pas quand même de bons points. Et puis, autre inconvénient, de temps en temps, être obligé de venir à la télévision le samedi soir pour répondre à des questions plus ou moins idiotes. Mais si, monsieur le perpétuel, ça fait partie des inconvénients. Ici, elles le sont plutôt moins. Mais si. Ben, écoutez, je pense que tout le monde a soif maintenant. Alors j'aimerais bien, André et Raoul, que vous preniez les commandes. Hein.
Monsieur Hallyday, que prenez-vous? Un café, s'il vous plaît. Un café. Mademoiselle Birking? Un cardinal, s'il vous plaît. Monsieur Delon? Un café léger, s'il vous plaît. Mademoiselle Goupil? Un coca. Votre Altesse? Un champagne. Un champagne. Mademoiselle? Un champagne. Bon, ben je crois que tout le monde a à boire. Ah, monsieur le perpétuel. Une verte. Une verte, évidemment, pour monsieur le perpétuel. Bon, en 5 mois, donc, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons changé de décor. Ah, puis un autre changement, il faut que je vous mette au courant tout de suite. Ça concerne l'accompagnement musical et vous savez combien c'est important. Alors, je vous présente ce soir Laurent Petit-Girard. Vous le retrouverez le samedi. Il a l'air très jeune, mais ne vous y fiez pas. C'est un vieux routier de la fugue et du contrepoint. Et puis, il est accompagné par Aldo, par Pancho et par Teddy. Catastrophe, on a oublié le président Danon. Eh oui. André, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez boire, président? Un whisky. Un whisky pour le président Danon. Oui, Nous avions oublié. Président Danon, ça sonne bien, hein? Non, ça m'amuse pas. Non, je suis toujours content quand je rencontre un président. Il y en a si peu en France. Bah oui, il y en a quelques-uns, mais je me dis que plus il y aura de présidents dans ma carrière, mieux ce sera. Je suis généralement gâté, j'en vois une quinzaine par jour, mais il n'y a qu'un président de l'Unifrance et c'est vous. Oui, en effet, depuis 2 jours. Alors, il faut expliquer évidemment ce que c'est que l'Unifrance, tout le monde ne comprend pas bien. Eh bien, Unifrance, c'est une organisation qui est chargée de la promotion du cinéma français dans le monde. C'est ça, donc de l'ensemble des films. De l'ensemble des films, de Or toute la vous, production. jusqu'à présent et toujours, vous étiez producteur, un des producteurs français les plus importants. On vous demande donc, ça doit être un gros sacrifice, de vous occuper de la production des concurrents. Absolument, mais je ne suis pas tout seul quand même. On me demande de présider une association. Il y a d'autres personnes qui s'occupent il y a des délégués généraux, des délégués dans différents pays, etc. Bon. Puis je suis aussi content de vous voir parce que vous êtes le premier à m'avoir redonné confiance dans le destin du cinéma français. Vous savez, avant de vous rencontrer, j'entendais que des gens qui disaient le cinéma français c'est terminé, la crise du cinéma par-ci, la crise du cinéma par-là. Et puis un jour, vous êtes passé dans votre Rolls et j'ai dit qui c'est. Et on m'a dit c'est un producteur de cinéma. Et j'ai dit bon, bah alors le cinéma est sauvé. Comment se fait-il alors, non là je vous pose la question sérieusement, qu'en faisant apparemment le même métier, il y a des gens qui n'y arrivent plus, et puis il y a des gens qui fassent de très très belles affaires. Je pourrais vous retourner la question. Comment se fait-il qu'en faisant le métier que vous faites, il y en a qui réussissent et d'autres pas? Non, attends, c'est une histoire d'argent aussi que le cinéma. Absolument pas. Non, mais enfin il faut quand même beaucoup d'argent pour faire des films. Pas spécialement. Bon, alors prenons le problème autrement. Vous voulez dire qu'il y a des producteurs qui ont du talent et d'autres qui n'en ont pas. Exactement. Bon, il y a aussi des producteurs qui trouvent de l'argent et d'autres qui n'en trouvent pas. Oui. Mais le grand talent d'un producteur, c'est peut-être justement de trouver de l'argent. Entre autres, c'est pas uniquement de trouver de l'argent, c'est de trouver par exemple des vedettes qui veulent bien tourner pour vous, c'est de trouver des tas de choses. On peut dire donc que dans le capital d'un producteur, son rayonnement personnel, la sympathie qu'il inspire joue un grand rôle. Je crois. Bien. Qu'est-ce que vous pensez, puisqu'Alain Delon est là, des comédiens qui, à la ville, jouent les producteurs, et les jouent bien d'ailleurs? Ce que je pense, je ne trouve pas qu'il joue les producteurs, je trouve qu'Alain est un véritable producteur. Donc il ne joue pas les producteurs, c'est un producteur. Mais ça vous donne C'est pas... pas parce qu'il est là, mais je le pense, donc je le dis. Ah oui, non, mais il fait ça très sérieusement, comme tout ce qu'il fait d'ailleurs. Mais ça vous donne pas envie de jouer la comédie? Ah non, je ne me sens pas capable. Pourquoi vous avez dit à la ville, Philippe Bouvard, jouer les producteurs à la ville? Parce que vous êtes dans un bureau et que vous n'êtes pas toujours dans les studios et que être producteur, c'est un travail qui ne se limite pas aux prises de vue. Oui, je sais bien, mais le maximum du travail du producteur se passe quand même dans les studios, et ses bureaux sont dans les studios. Enfin, ça dépend. Vous voulez dire que c'est toujours le même métier et que vous écartez pas tellement? C'est toujours
Le spectacle est toujours le cinéma. Dites-moi, Président, c'est président, merveilleux. oui. Vous n'êtes pas encore habitué? Non. Moi non plus. Comme deux, comme ça. Dites-moi, Président, est-ce que vous tournez les films que vous aimez ou les films que vous sentez être aimés par d'autres? Que ce que j'aime. Que ceux que vous aimez. Donc il se trouve que le goût du public et le vôtre coïncident puisque vous Non, je me réussissez trompe bien. souvent. Est-ce que vous préférez faire un très bon film que vous avez beaucoup aimé et qui ne marche pas qu'un film un peu moins bon qui fait de grosses recettes? À vrai dire, je préfère faire un film un peu moins bon avec de grosses recettes, parce que ça me permettra de faire un autre que j'aime après. C'est ça, oui, un Sinon, système de compensation. Si je fais que des films qui ne marchent pas, même s'ils me plaisent, j'irai pas loin. Alors vous allez vanter les mérites du cinéma français à l'étranger. Oui, je crois Est-ce que qu'il a c'est une très petite nécessaire. chance, le cinéma français? Je crois qu'il a une grande chance si on s'en occupe sérieusement, mais que malheureusement, on n'a peut-être pas assez de moyens pour s'en occuper sérieusement dans le monde entier. C'est ce que je vais essayer d'obtenir. Je ne sais pas si je vais réussir. Bon, maintenant, il faut que je vous fasse un aveu. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose d'inexact. J'ai dit que nous avions 2 barmen. Bon, d'abord, c'était quand même préjugé des budgets que l'ORTF peut accorder à de petites émissions comme la nôtre. Nous avons un barman, c'est André. Le second, Raoul, n'est pas plus barman que vous et moi encore, qui serait parfaitement capable de tenir ce rôle. C'est Raoul Mille. Seulement, Raoul Mille, qui est écrivain et qui vient de publier un livre qui s'intitule Les chiens ivres, raconte une expérience vécue. Et une expérience de loufia, puisque c'est le mot que vous employez vous-même. C'est le mot normal. Alors, vous avez été employé dans un grand hôtel, Oui. et quand on lit le bouquin, on s'aperçoit dès les premières pages qu'un grand hôtel, ça n'est en tout cas pas un palace pour ceux qui y travaillent. Non, l'envers du décor est beaucoup moins mythique que l'endroit. Les coulisses, c'est assez affreux. Ah oui, oui, assez affreux. Vous aviez quel âge? Ben, j'avais 16 ans, 17 ans. Alors, on s'aperçoit aussi qu'il y a certaines règles d'or qui s'instaurent dans un monde particulièrement cruel, étouffant, qui est celui de la cuisine. Ben, c'est-à-dire que, d'abord, ça commence tôt, l'hôtellerie. Ça commence vers les 6 heures du matin. Il faut être en forme à 6 heures du matin. Et on arrive généralement dans un endroit qui est la cuisine, qui est un endroit sombre à cette heure-là, plein d'odeurs. Parce que les cuisines de palace, c'est comme les commissariats de police, comme certains de la caserne, le matin, ça pue. Alors l'odeur d'une cuisine de matin, c'est quelque chose Même une d'inouï. cuisine de palace. Surtout une cuisine de palace, je connais que celle-là, moi, je ne connais pas les autres. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, donc, on commence à travailler, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place cette immense nef qui est la salle du restaurant, porter les assiettes, porter les verres et tout ça. Bon, comment on pose les assiettes quand... parce que- Oui, je vais vous montrer ça. Oui, là vous en avez quelques-unes. Oui, devant vous savez, vous. il y a 15 ans que j'ai pas fait ça. Hein. Alors d'abord, il y a le torchon, hein. Ah, il y a le torchon. Qu'est-ce Mais qu'on c'est fait avec le quand elles torchon? sont chaudes. Ben, on le met là, quoi, pour se protéger. Oui. Alors, On en ne met- fait que ça avec un torchon. Ah oui, oui. Mais je Ben veux là, dire avec que- le torchon, j'y arrive. Oui, ça va aller quand même. Voilà, alors Bon, vous pouvez pour faire- mettre combien d'assiettes en principe? Ah, bah à l'époque, j'en mettais une dizaine, peut-être. Oui. Je sais plus, maintenant, j'ai plus l'habitude du tout. Je suis passé, maintenant, je me sers d'un stylo, hein, je me Oui. sers plus de... Alors naturellement, Enfin, voilà. il s'agit d'assiettes on peut en faire pleines, de... hein. Il Pleines, s'agit d'assiettes pleines. Non, mais non, le matin, pour en revenir au matin, elles sont vides. Oui. Alors, elles sont vides, seulement, il en faut beaucoup. Et dans les palaces, c'est pas généreux, parce que les palaces, c'est quelque chose... C'est comme dans d'autres endroits, dans le cinéma, tout ça. Et on essaye toujours de gratter un petit peu. Alors, il n'y a pas d'assiette. Et il n'y a pas assez d'assiettes. Alors, bon, chacun se bat pour son rang. Parce qu'on a un rang, on a une dizaine de tables, alors il faut se battre. Alors, on se précipite très vite dans la cuisine. On vole les assiettes, les creuses, les plates, les petites, et puis c'est une espèce de course. Et puis après, il faut voler les fourchettes, il faut voler les couteaux, tout ça pour mettre dans son petit coin, pour pas être démuni à l'heure du feu. Alors seconde règle d'or, le respect absolu de la hiérarchie. Ah, ben c'est comme à l'armée, on ne peut pas discuter. Absolument pas discuter. Les ordres sont les ordres. D'ailleurs, alors pendant le service, il y a ce qu'on appelle des espèces de petits tyrans qui s'appellent des chefs de rang, qui aimablement, pour ponctuer les ordres, vous donnent des petits coups de pied dans les chevilles. Mais c'est gentil, c'est pas méchant. Et c'est pour faire rentrer le métier par les C'est-à-dire, c'est pour tibias, faire rentrer oui. le métier. Oui. Il y a une longue tradition dans le métier, alors le coup de pied fait partie de la tradition. Alors quand on va dans la cuisine chercher les plats, alors commence une espèce de petit ballet très, très mystérieux mais bien réglé. Il faut respecter le sens unique d'abord. D'abord, oui, il y a une porte à battants, évidemment. Un côté, on rentre dans le salon, de l'autre côté, on en sort. Si jamais on se gourre, on reçoit la porte en pleine gueule et les plats s'en vont. Ça, c'est très dangereux. Bon, puis il y a le chef. Alors, il y a le chef. Le chef, au début, il est bien. Il est devant son fourneau, il reçoit les bons, parce que les commandes s'en sortent bons, il accroche les bons.
Puis au bout de 10 minutes, tout ça, ça l'ennuie beaucoup, il transpire, il ne sait plus où il en est. Alors il se mélange les bons, il commence à les déchirer, il s'en fout, il dit vous m'emmerdez. Il a un bâton, pas pour nous frapper du tout, non, pour accrocher les bons. Mais au bout d'un moment, il frappe. Alors vous approchez pas. Alors il est là comme ça, il attend les mains qui se tendent, il frappe. Alors, généralement, on se gourre, on fait attention que ça donne sur le bras et pas sur les mains. Ça, c'est une règle d'or. Qu'est-ce qui se passe lorsque, par hasard, et ça doit arriver dans la confusion des coulisses, un Oui. plat tombe par terre? Mais ça m'est arrivé, moi j'avais un jour un magnifique saumon, vous savez, mais alors sur un grand plateau avec tous des herbes de décoration et tout ça. Et il y a toujours des longs couloirs, c'est toujours très long, toutes ces choses. Et dans le couloir, bien évidemment, hop, le saumon est parti. C'était un plat unique, évidemment, on ne fait pas des saumons. Hein. Alors, bon, bah, j'ai pris le saumon, là, on l'a bien remis sur le plat, et puis j'ai mis les petites fleurs, enfin, les herbes, tout ça, puis les clients ont trouvé ça très bon, très, très bon. Ça, on ne sait pas hein, que c'est tombé. Oui, les clients, justement, c'est le grand mot, les clients. C'est l'ennemi, le client? Non, c'est le pauvre type, le client. Non, il n'y a pas. Il faut dire que on ne Comment s'aime on pas. l'appelle, Le client n'aime pas. Enfin, les clients généralement n'ont pas intérêt à considérer la valtaille. La valtaille n'aime pas le client. Il y a une espèce de mépris qui commence. Je sais pas comment on les appelle pas. Il y a toujours des définitions selon le cas. Alors celui, c'est un tel, il a tel. Généralement, on les caractérise selon. Soit l'aspect physique, soit parce qu'il est avec une jolie fille, soit parce qu'il est avec une vieille vache, enfin un truc comme ça, alors on dit tiens celui-là, puis c'est tout, comme il n'y a pas d'amour, hein. Non, surtout pas. La plonge, vous écrivez que ça ne se passe pas seulement avec de l'eau. Ah non, 8 litres par jour seulement. 8 litres de quoi? De rouge, oui. Ah, 8 litres de rouge. Oui, Pour parce qu'il y a chaque les vapeurs, plongeur. il y a les vapeurs. Oui. Oui. Alors évidemment, quand on 23 heures d'après-midi, c'est dangereux parce que vous savez que donc il y a un ordre là aussi. Il y a un panier pour les couteaux, un panier pour les fourchettes, et puis on met les assiettes au milieu. Il faut faire attention, pas se gourer. Parce que si on se gourre et qu'on tombe sur un plongeur qui en est à son 7 litres et demi, il prend un des couteaux qui est dans le panier des fourchettes, il vous l'envoie comme ça. Si vous l'évitez, ça va. Sinon, ça ira. C'est dangereux. Ça peut être dangereux. Et le service dans les chambres, ça existe aussi, ça? Ah, Ça doit oui. être plus plaisant quand même, il y a un contact humain. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y a deux services dans les chambres. Le service du matin, on voit rien parce que c'est dans la pénombre. On essaye de poser le plateau quelque part, alors qu'il y a des affaires partout. Alors on ne veut pas regarder. Alors on fout le plateau quelque part. Puis alors il y a un autre service qui est plus intéressant. C'est le service d'après-midi. Et généralement, les gens qui demandent quelque chose d'après-midi, c'est parce qu'ils viennent de faire l'amour. Parce que sinon, ils ne demanderaient rien. Alors nous, on le sait, évidemment. Alors on arrive dans la chambre, il y a la jeune fille, ou la dame qui est là comme ça, bien enveloppée avec son drap jusque-là. Et il y a le monsieur qui est debout, tout heureux, parce que il sait, enfin, ça s'est bien passé, mais alors quand même, il est gêné. Alors il sait qu'on le sait, il voudrait bien nous faire comprendre qu'on fasse pas semblant, qu'il y ait quelque chose entre nous. Alors, lui, il fait semblant de ne pas comprendre qu'on a compris, et nous, on ne peut pas éviter le sourire quand même. Enfin, alors, il y a quelque chose là aussi de très troublant qui se passe. Une petite complicité, mais enfin, c'est pas long. Bon, est-ce que maintenant que vous avez vu ça de près, maintenant que vous l'avez si bien décrit, vous vous comportez différemment quand vous-même vous êtes client dans un restaurant? Écoutez, j'étais dans un palace la semaine dernière à Genève, alors moi, vraiment, c'est une prédestination. Le matin, donc, on m'avait apporté tous les livres pour que je les dédicace. Et j'avais fait des dédicaces, dont au directeur, en disant que j'espérais que mon livre le ferait réfléchir, qu'il changerait de métier. Et le soir, il m'attend, je rentre vers les minuit, il me dit « Ah, monsieur Mille, j'ai pas lu votre livre, mais alors vous savez, la dédicace, elle m'a fait plaisir. » Et il commence à s'épancher, à pleurer, en disant que son métier, c'est un métier de putain, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, on va faire ça. Alors on boit une bouteille de champagne, c'est bien, bon. Il continue à pleurer, j'ai dit, moi, du moment où il y a du champagne, ça continue. 2 bouteilles de champagne, et vers 3 heures du matin, il dit, vous voulez pas manger un spaghetti? Je dis, pourquoi pas? Et nous voilà descendus dans la cuisine. Ce qui fait que, depuis 15 ans, je n'avais pas visité une cuisine de palace. Je me suis retrouvé à 4 heures du matin dans une cuisine de palace. J'ai retrouvé l'odeur tout de suite. Avec un directeur qui a enlevé le pull au vert et qui nous a fait cuire des spaghettis, qui avait réveillé la brigade entière. Tout le monde faisait des gueules comme ça en disant, il y a cette de cons, ils sont en train de manger leurs spaghettis. Et enfin, ils nous ont fait les spaghettis. Moi, j'étais très heureux, j'ai dégusté mon spaghetti. Ce qui fait que les palaces, j'ai rien à faire, je les connais toujours par les coulisses. Je voudrais, pour terminer, formuler un vœu, Raoul Mills, c'est que la littérature vous réussisse, qu'elle vous nourrisse, parce que je ne vous vois pas trouver de l'embauche dans votre ancien métier. Ah non, de toute façon, j'ai déserté définitivement. Président, vous vous occupez beaucoup trop des grands écrans pour vous pencher sur les petits. Alors, vous n'avez peut-être pas vu que cette semaine a été une semaine faste pour Jane Birkin. On l'a presque autant vu que la princesse Anne, à propos d'un mariage qui ne la concernait pas... Pas directement. Pas directement, mais par le biais d'un passeport qu'on est tenté d'oublier. Et moi, j'ai été surpris qu'on prenne une Anglaise aussi francisée que vous pour parler de l'Angleterre. J'avais tellement l'impression qu'on vous avait adopté et que vous nous aviez adopté
Tu sais, les dents, ça s'oublie pas quand même. Hein? Oui, C'est la même chose. bien sûr, bien Voilà. sûr. Et puis alors, il y a quelque chose qui m'a étonné, et c'est également pour ça que je vous ai convié à notre petit dîner ce soir, c'est que dans chaque émission de télévision, on vous voit arriver avec un panier, et que jusqu'à la fin de l'émission, on ignore ce qu'il y a dans le panier. Oui. Sans doute parce que les présentateurs sont plus discrets que moi. C'est une lacune qu'il faut combler. Alors, voulez-vous prendre votre panier? On va faire l'inventaire, puisque ce soir, nous sommes entre amis. Voilà. Et vous ne vous séparez jamais de ce panier. Jamais. Jamais. Vous n'avez pas d'autres bagages? Non, Non. Bon. un brosse. Bah, oui, ça paraît à l'œil nu. Bon. Ça, qu'est-ce que c'est? Un agenda en italien. Pourquoi en italien? Je sais pas, c'est très confus. Oui, oui. Moi, alors je ça- parle anglais, je suis en France et mon agenda, c'est en italien. Ah bon, bah, il y a des Si tu mystères comme offert, ça qu'on ne s'explique pas. Ça, qu'est-ce que des c'est? vitamines. Des vitamines. Oui. Bah, pour porter ça tout le temps, il en faut. Ça, qu'est-ce que c'est? Mon Une chaussette? argent. Votre argent? Oh non, perds pas. Non, mais c'est le bas de laine cher aux Français. Oui, encore une tradition bien de chez nous. Bon, ça, c'est Les photos de famille. des photos de famille. La famille, c'est Serge Gainsbourg. Et puis, il y a des petites... C'est les cheveux. Ah, je crois que c'était un reste de moustache, non? Mais non, il y en a plein de différents. Ça, c'est des filles, ça, c'est Serge. Bon, ça, Moi, je suis qui? oui. Ça... Ça, c'est pour Italie parce que je reviens. Ah oui, d'accord. Très bien. Si je suis indiscret, vous me le dites. Hein. Oui, Bon. non, mais ça va jusqu'à ce niveau-là. Après Oui. ça, ça devient dégueulasse. Attention, hein. Ça, Encore une chose Oui. d'Italie. un nécessaire de couture? Oui. Vous savez coudre? Ah oui? Vous savez faire la cuisine? Non, Qu'est-ce que vous faites quand même quand vous n'avez personne d'autre pour cuisiner chez vous? chou-fleur. Uniquement? Oui, Oui. c'est tout. Chou-fleur comment? Bouilli ou bouilli. Ou bouilli avec du béchamel. Avec- Les enfants se plaignent d'ailleurs. Oui, ils n'aiment pas ça. Pas tellement, non. À propos d'enfants, quelles sont vos théories sur l'éducation qu'on doit leur donner? Bah, moi, j'étais très excitée parce que j'ai un de 6 ans. Alors, j'ai acheté le manuel pour 6 ans. Enfin, j'ai Manuel de acheté quoi? 7 ans. Sexuel. Ah, pour oui. 6 ans? Bah oui, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Mais enfin, j'étais très déçue. Regardez ça, il dit il n'y a pas de photos. Alors, on ne peut pas tout faire. On veut des photos pour nous déjà. C'est un peu chaud, non? Vous pensez qu'à 6 ans, on est déjà préoccupé d'éducation sexuelle? Ben non, mais je croyais que donner toute l'excitation que j'avais là-dessus, elle attendait quelque chose de mieux, quoi. Oui. J'étais déçue. Mais qu'est-ce que vous lui enseignerez à 7 ans? Moi j'ai foutu ce bouquin. J'ai dit plus rien, moi. Voilà. La femme au foyer, vous êtes pour? Ben, ça dépend si elle est au foyer parce que son mari va s'en aller avec toutes les autres femmes, alors non. Alors là, qu'il me laisse à la maison et fout le camp avec tous les autres, une jeune fille, ça j'aime pas. Mais s'il est au foyer aussi, oui, tant mieux. Et l'homme au foyer et la femme qui travaille? Ah oui, ça c'est important. Oui? Ouais. C'est votre cas en ce moment? Non, Non. il sort, Serge. Oui, il est là ce soir. Bon, Il sort un alors. petit peu, oui. Dites donc, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui en France vous fait regretter l'Angleterre? Oh, qu'est-ce qu'il y a en France qui me Oui. fait regretter l'Angleterre? Oh, un manque de saucisses. Un manque de saucisses. Oui. Oh, ça peut s'arranger. Ben non, pas du tout. On est... Parce que la saucisse, ça va bien avec le chou-fleur bouilli? Bah oui, c'est très bien. Tu connais pas les saucisses anglais? Ça serait pas tant. Non, ça c'est bien. Bon, donc c'est la saucisse. On a tout le reste, mais on n'a pas la saucisse. Ah non, Oui. je regrette. Et alors, inversement, en Angleterre, qu'est-ce qui vous fait regretter la France? Mon chéquier, je suis pas dessous en Angleterre. C'est vrai, je suis vrai. Non, mais ça, BNP, ça marche plus en Angleterre, hein. Fini. Alors, vous avez remarqué, je remets tout là-dedans, vous voyez, j'ai Oui, pas bah. été jusqu'au fond Non, c'est du gentil. panier. Non, faut être régulier. Puis enfin, ce soir, c'est une petite réunion de famille. Et généralement, à la fin du dîner, quand on apporte les alcools, au fait, si vous voulez quelque chose, vous gênez pas. Hein. À la fin du dîner, eh bien, on y va de son histoire ou de sa petite chanson. Oui. Ah oui, ah, mais il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de playback, il n'y a pas 40 musiciens. C'est à la bonne franquette. Ah ben, je suis debout, il chante ma chanson.
Oh di do di do da. Oh di do da. Je grive ceux qui essayent de m'embrasser. Les autres filles se posent pas de questions. Elles courent les rues et les dancing et les garçons fatigants. Di do da. Oh di do da. Difficile de m'imaginer. Moi j'entends di do da. Oh di do da. Qu'un de ces quatre ça va m'arriver. Di do da. Oh di do da. Mélancolique et désabusé. Oh di do da. Oh di do da. J'ai je ne sais quoi d'un garçon manqué. Oh di do da. Oh di do da. Je suis le portrait de mon père tout caché. Il chantait di do da. Oh di do da. Quand il m'accompagnait au lycée. Les autres filles ont de bonichons. Et moi je reste aussi place qu'un garçon. Que c'est con. Di do da. Oh di do da. Difficile de m'imaginer. Moi j'entends di do da. Oh di do da. Qu'un de ces quatre ça va m'arriver. Oh là là, c'est fini, hein. Bien. C'est difficile là, hein, c'est pas... Hein? C'est difficile techniquement, c'est pas les conditions C'est la première fois que habituelles. j'ai fait ça comme ça. Eh oui, bah c'est dans... Généralement, je fais semblant. Mais oui. Il vaut mieux, hein. Aujourd'hui, Il c'est vaut vrai. mieux. C'est vrai parce qu'on est entre amis et on va pas se raconter des blagues. En fait, est-ce que vous avez vu les amis du bout de la table Belle brochette, les nénettes encadrant le prince de Baroda. Voilà, pas de rapport entre les deux, je veux dire, entre les deux nénettes d'une part et le prince de Baroda. Les nénettes, je les ai invitées parce que elles ont montré beaucoup de naturel dans un film qui vient de sortir et on leur a confié un emploi qui était vraiment très délicat, quoi. Il s'agissait d'être deux autour d'un seul partenaire. Vous trouvez ça délicat? Bon, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, le ménage à trois, c'est une vieille invention du boulevard, mais qui est reprise et rajeunie par le cinéma moderne. C'est pas... je veux dire, c'est un ménage bien équilibré, d'ailleurs, puisque le monsieur avait 40 ans et que vous avez chacune 20 ans. Donc la somme des âges coïncidait Enfin, c'est un bien. accident, le ménage à trois, là. Ah ben c'est toujours un comme accident. ça. C'est pas important. Un accident Quelque heureux. chose qui arrive comme Oui. ça. C'est un prétexte. Alors le ménage à trois, alors là, je reprécise encore, le prince de Baroda ne fait pas partie de ce ménage à trois. Ses mœurs sont particulièrement pures et il ne serait pas confondu. Non, et vous n'avez pas qu'à 40 ans. Enfin, il y a toutes sortes de différences qui vous interdisaient ce petit sport. Alors, évidemment, on peut être surpris. On peut être surpris en voyant que deux jeunes filles comme ça acceptent un rôle si inattendu la première fois. Vous trouvez ça inattendu? Pourquoi? En ce moment, on n'en parle pas du couple à trois. Oui, mais enfin, C'est je veux dire, justement, tourner des scènes où on est à trois dans c'est un lit. agréable, ça c'est bien. Oui, ah ben, bien sûr, c'est agréable. Il y a des compensations dans votre Tout est métier. bien, on s'aime bien, tout ça, puis on en quelqu'un d'autre. Oui. L'inattendu peut être agréable aussi. Non, mais de toute façon. c'est très familial. Alors, sur un plan privé, qu'est-ce que vous pensez de ce problème? Mariage, ménage à trois, Oh, tout bah, ça, ça ça, s'est dépassé, tout ça, Oui, de non? toute façon, on fait ce qu'on veut, quoi. On fait les choses qu'on aime surtout. Oui. Quand on est bien. Enfin. Et On vous cherche étiez à bien bien. dans ce film. Ah oui, 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 on était... Oh, oui, on se sentait bien, ça allait. Quant à
Princi de Baroda, c'est ça votre surnom, hein, Princi? Princi, oui. Oui, oui, c'est très joli. Je vous vois jamais quelque part sans penser à un de mes souvenirs les plus étonnants, parce que je n'oublie pas que vous êtes venu un jour chanter dans cette émission. Chez Maxime. Oui, et que vous avez fait le même soir vos débuts et vos adieux, en quelque sorte, puisqu'on vous a plus entendu par la suite. Oui, exactement. Oui. C'est exact. Ça n'a pas marché ou... Oh, grâce aux radios, oui. Oui. Oui, absolument. Oui, oui. Enfin, c'est vraiment la carrière de chanteur la plus courte La que plus je courte qui connaisse. existait, oui. Oui. Absolument. La plus courte, je ne crois pas que ça existe. Vous avez beaucoup de choses au doigt, là. Vous avez peur des voleurs? Vous laissez rien chez vous? Jamais. Ah, en ce moment, vous savez, Oui, on ne sait jamais maintenant. c'est pas sûr. Et ce sont des bacs d'un très grand prix, hein. C'est très beau. Oui, c'est un- Non, mais je veux dire par là que si vous vouliez, étant fils de Maharaja, vous pourriez ne pas travailler. Rien ne vous y oblige. Non, absolument. Bon, si vous le faites, c'est par pure bonté d'âme et par une espèce de plaisir, dévouement par social plaisir. auquel il fallait rendre Par hommage ce plaisir. soir. Donc vous avez été chanteur une journée. Vous avez été vendeur aussi dans une chemiserie. Oui, aussi une journée. Une journée De la aussi. même façon, oui, tout est Oui. par journée. Vous vous lassez très vite. Ou peut-être qu'on se lasse très vite de moi. Oui, oui. On Oh, mais il a se pas dit lasse son très vite de dernier moi mot. aussi. Et alors là, vous devenez patron de boîte, Oui. de cabaret. Non, de boîte. De boîte, oui. De boîte cabaret. Oui, oui. Boîte de nuit. C'est un quoi. cabaret, je vous prendrai. C'est ça, oui, merci. Alors donc, vous êtes quoi, installé derrière le comptoir? Absolument pas. Non, faites pas la plonge non plus. Pas la plonge, Non, je soyez suis gêné tard, je avec suis tout ce appelé. que vous Oui, avez oui, au ce sera doigt. embêtant. Je Ça sais pas. casserait la vaisselle, Oui, oui. ah oui, ce sera embêtant. Alors, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je reçois Ah, mes amis. Vos amis. Mais pourquoi vous les recevez pas chez vous? Ce serait plus intime. Je n'ai pas envie de faire de chez moi une boîte de nuit. Ah bon, c'est peut-être parce que vos amis, vous préférez les avoir ailleurs que chez vous, finalement? Non. Non. Et peut-être que mes voisins du dessous et mes voisins du dessus Oui. ne seraient pas tellement contents. Et puis évidemment, si vous invitez des amis chez vous et que vous leur présentez la note à la fin de la soirée, ça jette un froid. C'est un peu Alors, embêtant. dans une boîte, c'est Franchement, ce serait c'est très naturel, embêtant. hein. Ouais. Exactement. Alors, vous Comme avez si vous prévu- présentiez la note ce soir en partant. Oui, oui, oui. Non, là, c'est Monsieur Long qui réglera l'addition, il passera tout à Ce l'heure. serait embêtant autrement. Oui. Alors, est-ce que cette boîte se distingue des autres boîtes existantes par quelques innovations? Oui, elle est très petite, primo. Oui. Vraiment très petite. C'est-à-dire vous et 2 personnes ou un peu plus? Au moins, il y a 3 personnes. Oui. Et puis? Et la musique très douce, la lumière très douce. Oui. Tout est très doux. Très bien. Oui, d'ailleurs, vous êtes très doux Avec la aussi. nourriture hein. douce. Oui. Et puis, les femmes seules peuvent venir. Absolument. Les gens qui sont pas de la première jeunesse, quoi, après 30 ans, sont admis. Surtout, oui. Ah, vous souhaitez la clientèle des Ah oui, amortis. surtout, oui. Bon. Eh ben, c'est gentil de penser à nous. Bien, ben, je pense que tous nos amis se retrouveront un soir chez vous. Hein. J'espère. C'est normal. Et puis, je pense aussi que le moment est venu de demander à Alain Delon ce qui le pousse à faire autant de choses en dehors du cinéma. C'est très simple, c'est par peur de m'ennuyer. Alors je trouve que du jour où je me suis aperçu que la vie était très courte et que la seule chose dont j'étais certain, c'était de finir entre 4 planches de bois, j'ai décidé de ne pas perdre de temps. Et pour moi, pas perdre de temps, c'est de faire le maximum de choses qui me plaît et d'essayer de les faire bien, c'est tout simple. Bon, alors le cinéma, on comprend parce que c'est très près de votre métier, évidemment. Et c'est tentant, quand on est un acteur aussi important que vous, Oui. de prendre d'autres risques que ceux qui consistent à jouer la comédie. Vous parlez de la production, là. La production. Oui. Bon. La boxe, on a compris quand vous avez organisé avec beaucoup de succès le combat de Boutier, parce que bon, Boutier, c'était une affaire affective, c'était une affaire française, c'est un garçon que nous aimons tous bien, mais organiser un combat entre 2 champions étrangers comme Monzon et Napoles. Ben, parce que, si vous voulez, après le succès de la première entreprise, succès sur un plan personnel, sentimental en ce qui me concerne, et aussi sur un plan financier, pas peur de le dire, les managers des 2 boxeurs respectifs que vous venez de citer m'ont demandé d'organiser à Paris la rencontre au sommet entre Monzon et Napoles. Ce qui m'intéresse et ce qui m'excite, si vous voulez, en général, dans tout ce que j'entreprends, c'est la chose assez inaccessible, la chose en toute simplicité, la chose au plus haut niveau. Et on ne peut difficilement frapper plus haut que Monzon Napoles, à moins de faire Foreman Clay. Surtout que les coups bas sont interdits. Là, Les dans coups ce bas sport. sont interdits, oui.
Donc c'est ce qui m'a poussé et ce qui m'a porté à organiser ce match, d'autant plus que je pense que pour les aficionados, pour les amateurs de boxe, français et parisiens, entre autres, c'est une affiche qui les séduira. Un peu de café? S'il vous plaît. Un ouais. petit peu de café, André. Bon, on reprend quelque chose, hein? Vous commandez. Bon, alors là, d'accord, vu. Encore qu'un match au sommet comme ça, avec des garçons comme Monzon et Napoles, ça soit pas de tourpeau. Tourbeau dans quel sens? Pour eux ou pour moi? Pour Vous savez, d'organiser pour une eux. chose à ce niveau-là, ça n'est jamais très simple, ça n'est jamais très facile, d'autant plus qu'il y avait quand même des organisateurs mondiaux importants et des villes conséquentes qui voulaient s'arracher, prêtes à s'arracher le match. Donc finalement, ça n'a pas été une chose si simple que ça. Et quand il y a un titre aussi important que le titre mondial en jeu, est-ce que vous êtes obligé de protéger un boxeur comme Monzon? Est-ce qu'il faut faire attention à tout ce qui se passe autour de lui quand il arrive dans une ville comme Paris? Ce sont des choses qui se font, oui. Si vous voulez, par exemple, prenez le cas de Monzon. Lorsque Monzon arrive, il descend dans un hôtel parisien. Monzon a l'habitude d'apporter avec lui d'Argentine sa viande et son eau. Son eau? Son eau, d'abord pour ne pas changer son système, je dirais une eau à laquelle il est habitué, d'autre part parce que dans le passé, on a eu des exemples de boxeurs qu'on avait, c'est très facile à faire, discrètement empoisonnés avec une poudre ou un cachet ou une pilule. Ça, c'est des choses qui sont restées, qui sont monnaie courante dans le domaine de la boxe. On surveille les gens qui l'approchent? On surveille les gens qui l'approchent. Il y a une chose assez exceptionnelle, assez drôle, intéressante, je crois, à mon sens, c'est que il a été interdit souvent à des boxeurs, à la veille, même une semaine avant un championnat du monde, de serrer la main. Parce que lorsque vous serrez la main, il y a des gens qui sont absolument des professionnels, et ça, évidemment, c'est une incidence, surtout en Amérique, à cause des paris, qui est une incidence beaucoup plus légère et minime en France. Tu veux me donner la main? Il y a des gens dont c'est le métier, je ne te le ferai pas, vous savez, quand vous serrez la main, vous la serrez, vous la fermez vers l'intérieur. Il y a des gens dont c'est le métier qui consiste à prendre votre main, faire pression ici, et vous la serrez en la brisant vers l'extérieur, ce qui fait qu'il y a un tassement et un écrasement de phalanges. Et le lendemain, le boxeur se retrouve avec une main dans le sac, comme on dit. C'est très important lorsqu'il y a à la méthode américaine, si vous voulez, lorsqu'il y a des milliers et des millions de dollars d'enjeux de paris. Non, c'est vrai, Et les pas admiratrices, on les surveille? Dans quel sens? Je veux dire, on les empêche Ce d'approcher ne sont pas les également. admiratrices qui risquent de vous briser une main, mais de vous briser un cœur, mais pas une main. Oui, c'est dangereux aussi à la C'est veille, dangereux aussi à la veille à la d'un veille combat. d'un combat. Bon, puis alors il y a un autre, Alain Delon, il est plus récent d'ailleurs, c'est celui qui élève des chevaux, qui les fait courir. Là, c'est encore une façon de vous affirmer en dehors de votre secteur Pas du tout, d'activité c'est quelque chose qui me fait habituel. plaisir. D'abord parce que j'aime le cheval, j'aime les chevaux, je trouve que c'est un animal très noble, que c'est superbe d'avoir des chevaux à soi, de les voir courir, et c'est encore plus superbe de les voir gagner, si tant est qu'ils gagnent. Bon, vu pour les chevaux. Ouais. Les avions. Ben, les avions, c'est formidable. Les avions, c'est l'avenir, les avions, c'est les voyages, c'est le rêve, c'est la porte ouverte au monde. Oui, mais enfin, on peut rêver en étant un passager, on n'est pas obligé d'acheter un Boeing pour rêver. Là, si j'achète un Boeing, c'est pas pour moi, ça c'est tout à fait autre chose. Une émission entière de samedi soir, il ne suffirait pas de l'expliquer, c'est une question de charter. Vous savez que le charter signifie voyage de masse au meilleur prix, et sur le plan charter en France, la France est à peu près au niveau des derniers, c'est-à-dire à peu près au même niveau que ce qu'elle représente aux Jeux Olympiques. Donc tout est à faire et tout est à développer. Et je crois que j'y arriverai parce qu'il est important, et je pense que mon ministre des Transports le comprendra, que c'est le souci de tous les Français au moment des vacances de pouvoir s'évader, de pouvoir partir là où ils veulent, quand ils veulent, au prix les plus minimes. Vous faites ça par altruisme seulement ou comme d'autres activités pour essayer quand même de faire fructifier votre capital? Non, je fais ça parce que je pense un jour très prochain à raccrocher, pas mes gants, mais raccrocher le cinéma, et que j'ai envie de faire autre chose. Vous savez, j'ai déjà 40 ans bientôt, et donc je suis Ça presque vous à la amuse plus moitié. le cinéma? C'est pas que ça m'amuse plus, c'est que j'ai envie de faire autre chose. Je veux pas passer ma vie à faire du cinéma. J'ai envie de faire plein de choses. Ce sera très triste Je le crois jour surtout où... qu'il a envie de faire beaucoup de choses à la fois, je m'excuse. hein. Oui, beaucoup de choses à la fois. Ouais, ça, c'est parce qu'il s'ennuie sans travailler, d'après moi. Ben, C'est c'est formidable. pas, moi j'ai des amis qui me disent prends le temps de vivre. Moi, Voilà, ma voilà. façon de Sa vivre, façon c'est de se justement reposer, j'ai pas le c'est temps de travailler. pas le temps de prendre le temps. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une partie de la personnalité d'un comédien est fabriquée par ses scénaristes? Qu'il est influencé par tout ce qu'on lui fait jouer? Et que par exemple, si... Non, ben, S'il a raison dans ses films, et c'est souvent le cas d'un grand acteur à qui on donne le beau rôle, ben, il n'aime pas avoir tort dans la vie. Je crois que c'est beaucoup plus une question de personnalité propre qu'une question de scénariste. En ce qui me concerne, depuis quelques années, les scénaristes écrivent plutôt pour moi que le contraire.
Non, ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, en sortant du studio, malheureusement, la vie se charge de vous ramener à la réalité, et que le mythe de la star et de la vedette a disparu, et que, une fois qu'on a quitté son costume d'acteur ou son costume de personnage, on est un simple kidam, un monsieur tout Vous le n'êtes monde. pas protégé par votre notoriété, par votre mythe? Protégé par qui, de quoi? Je sais pas, est-ce que vous avez l'impression qu'on essaie dans notre société de faire payer leur succès aux gens? Bah, c'est évident, si vous voulez. C'est pour ça que Merckx, quand il descend de sa bicyclette, se retrouve dans la salle des analyses. C'est pour ça que moi, je me retrouve du plateau dans un bureau à Versailles, sur un fauteuil, on a collé une étiquette de témoin, et vous êtes aussi à l'aise que sur une chaise électrique. Vous pensez qu'il y a une vengeance d'une partie de la société contre le haut de la pyramide? C'est évident, je vous dirais. Les gens qui sont ici présents ce soir ne me contrediront pas. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes aussi plus en vue que les autres et que tout ce que vous faites prend une dimension que ça n'aurait pas dans une autre position? Peut-être, Philippe, mais je m'en fous. Ce qui compte, c'est ce que je pense et ce que je fais pour moi et pour certains autres, mais pas pour les autres. Et de toute façon, c'est l'autre face, le revers de la médaille, c'est ce qu'on appelle bêtement, idiotement, la rançon de la gloire. Ce à quoi je réponds, la rançon, pourquoi la rançon? Est-ce qu'on peut être heureux en pleine lumière? Heureux professionnellement, satisfait totalement et pleinement, absolument, oui. Je crois que le plus difficile, c'est de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Est-ce que Johnny Hallyday pense lui aussi que l'obscurité n'est pas garante d'un certain bonheur? Je crois que c'est très difficile de pouvoir concilier les deux parce que, obligatoirement, quand on est quelqu'un en vue, les gens s'intéressent toujours plus à votre vie privée qu'à ce que vous faites dans votre métier. Et ça ne nous met pas du tout à l'abri, je veux dire, pour avoir une vie tranquille. On a toujours besoin un peu de décrocher un peu quand on est en dehors. Moi, c'est la scène, lui, c'est le cinéma, ou ce qu'il fait. Et donc, on a besoin d'avoir un peu de tranquillité. Et ce qui intéresse les gens, justement, les journalistes, vous devez le savoir, puisque vous êtes journaliste également, c'est justement ce qu'on fait en dehors de la scène. De toute façon, le bonheur des gens n'a jamais intéressé personne. Non, mais si vous voulez, depuis la fin du Star System, on a envie de donner à chaque comédien, si prestigieux soit-il, une dimension humaine et de montrer au public que finalement il est pétri de chair et d'os comme lui, qu'il a les mêmes problèmes et qu'il en a souvent un peu plus. Vous venez d'expliquer pourquoi la fin du Star System, justement, parce que quand il n'y a plus de mythe, quand les gens sont, comme on dit en Amérique, reachable, c'est-à-dire atteignables, approchables, il n'y a plus de stars. C'est votre faute, vous êtes descendu de votre piédestal? On est descendu pour vous voir, Philippe. Ah, c'est gentil, alors là, vous êtes pardonné. J'ai un regret quand même, puis je suis pas seul à l'avoir, c'est que Johnny Hallyday ne fera pas de théâtre cette année. Cette année, hein, puisqu'il a produit son dernier mot. Alors, quand j'ai vu que vous alliez jouer sur une scène parisienne, je me suis dit, c'est formidable, ça va être une expérience à la fois pour lui, pour nous. C'est une façon de faire comme Alain Delon, de se dépasser, de prendre de nouveaux risques. Puis j'étais très déçu quand j'ai lu le démenti. Moi aussi, j'ai envie de faire d'autres choses. Et puis, pour moi, de faire du théâtre, c'était de faire justement quelque chose. D'abord, de me prouver à moi que j'en étais capable et de faire quelque chose que je n'avais pas encore fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez refusé? Vous n'étiez pas prêt? C'est pas ça, non. C'est simplement que... Enfin, je devais faire la pièce avec Pierre Mondier, en plus avec qui je m'entends très bien. Et qui est devenu, d'ailleurs, depuis un bon copain. Simplement, c'est que j'ai des disques, j'ai des obligations de disques à finir. Alors j'allais vous le dire, est-ce que ça n'est pas un gros sacrifice financier pour un chanteur comme vous que d'accepter d'être chaque soir sur une scène de théâtre? Indiscutablement, c'est un sacrifice, je sais pas, enfin, je sais, mais enfin, je veux dire, c'est un sacrifice financier, oui. Évidemment, moi je gagne plus d'argent si je vais chanter au Palais des Sports. C'est indiscutable, parce que je passe devant 5000 personnes, au lieu de passer devant 800 personnes. Mais c'est tentant quand même de gagner moins et de faire autre chose. De faire quelque chose que j'ai envie de faire, oui, de tenter quelque chose. Je trouve que vous avez beaucoup changé. Ah bon? Oui. Non, il y a une évolution. Ça se voit d'ailleurs physiquement, plus... Vous trouvez pas? Il est plus calme, plus posé. Le regard même n'est plus le même. Plus tendu. Oui, oui. Je suis sûr qu'il y a des problèmes qui vous préoccupent aujourd'hui, auxquels vous ne pensiez pas il y a seulement 1 an ou 2. Je crois que tout le monde dans sa vie change à fur et à mesure. Je crois que il y a 6 mois, je ne pensais pas certaines choses, d'une certaine façon, sur certaines choses que je pense aujourd'hui, par exemple. Tenez, on m'a dit quelque chose sur vous qui me paraît absolument incroyable. Enfin, j'ai cru rêver. On m'a dit, Johnny, il va maintenant au bureau tous les matins. C'est pas vrai. C'est-à-dire que... Enfin, tous les matins, il ne faut pas exagérer, je ne pointe pas, non. Alain s'occupe de production, ça l'intéresse, de cinéma. Et vous avez un bureau? J'ai un bureau, oui, mais... Une secrétaire, des téléphones, et vous y allez? C'est-à-dire que, oui.
Ça paraît bizarre, c'est-à-dire que moi je n'ai plus d'impresario vraiment à proprement parler, en tout cas pour l'instant. J'ai monté ma propre maison de production. Lui aussi, hein. Ils font tout eux-mêmes maintenant. D'édition musicale. Et si vous voulez, j'ai récupéré des gens qui s'occupent de ça pour moi. Donc, Alain le sait, il faut de temps en temps surveiller un peu tout ça. Mais je ne vais pas du tout derrière un bureau et je donne des ordres, non, c'est pas du tout. Enfin, vous pensez aux moi, affaires. mon boulot commence et se termine surtout dans les studios d'enregistrement. On m'a dit aussi que vous aviez un grand projet auquel il vous a fallu renoncer. Vous vouliez aller chanter gratuitement dans les prisons. C'est vrai, ça? Non, pas dans les prisons. Dans les maisons de redressement pour jeunes. Parce que, enfin, comme pas mal de mômes qui ont commencé assez modestement, j'ai commencé... j'aurais pu mal tourner, comme certains qui sont aujourd'hui dans des maisons de redressement. C'est que c'est la musique qui vous a sauvé? Oui, c'est la musique qui m'a sauvé. Indiscutablement, si j'avais pas fait ce métier, j'aurais peut-être mal fini aussi. Et j'ai pas mal d'ailleurs de copains à moi qui ont mal fini. Et moi j'ai eu l'idée une fois de faire une tournée pour ces mômes-là, de maisons de redressement, et de leur offrir quelque chose qui, disons, qu'ils ne vont pas voir avant de sortir. Ou peut-être il y en a pas mal aussi quand ils sortent, ils recommencent, parce qu'ils n'ont pas le choix d'abord. Puis ils tournent en prison. Puis finalement, qu'est-ce qu'il leur reste de la vie? Et vous l'avez proposé? Oui, je l'ai proposé 4 fois. Et alors? Ça a été rejeté 4 fois, pour l'instant. J'espère un jour y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez, alors? Je trouve ça formidable de la part de Johnny et lamentable de la part des autorités. Et comme Je d'habitude, crois mais ça peut-être m'étonne pas, peut-être ce qui leur fait peur, c'est que si c'était peut-être un chanteur d'un autre style de musique, ils auraient moins peur. Ils ont peur. Je pense qu'ils ont eu peur du style de musique que je faisais. Un peu comme, si tu veux, les Rolling Stones. Enfin, moi, c'est le groupe que je préfère. Mais ils sont considérés comme un groupe de mauvais genre. C'est peut-être aussi qu'il y a encore dans votre sillage des bouffées de violence qui ne sont pas éteintes. C'est-à-dire que je fais un style de musique que j'aime, et je ne peux pas le changer. Je veux dire, je ne me vois pas, moi, personnellement, chanter autre chose, enfin, pour l'instant, en tout cas, sur scène, que ce que j'ai envie de chanter. Ah, écoutez, on m'a dit que vous alliez chanter une messe de Noël. Oui, c'est un projet pour l'instant. Ah, vous l'envisagez sérieusement? Peut-être, oui, peut-être bon. que je vais... Enfin, mais... Non, je me permets de te dire, c'est une censure idiote, parce que ça n'a rien à voir avec le style de ta musique. Ce qui compte, c'est d'apporter quelque chose, et c'est ce que tu veux faire. Oui, c'est c'est complètement con, stupide. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, je t'en prie. Non, mais il y a des changements dans Johnny Hallyday, cette conversation le prouve, mais il y en a même, si vous voulez, sur le plan artistique. Bon, on vous a toujours connu, debout sur une scène, 40 musiciens, un répertoire très très rapide. Oui, c'est-à-dire que c'est un style de musique que j'ai choisi dès le départ, et c'est difficile de le faire autrement. Bon, eh ben aujourd'hui, on va prendre une simple guitare. Une belle guitare, mais une guitare seulement. Et puis on va demander à Johnny de chanter pour nous ce soir. Et je vous donne en 1000. Vous savez que c'est pas souvent que je me sers d'une guitare tout seul sans musicien. Je vous donne en 1000 ce qu'il va chanter. Il va chanter un Noël. Bon, d'habitude, à cette époque de l'année, c'est plutôt Tino Rossi qui s'en charge. Un Noël interdit. C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Noël de ma vie, mon Noël interdit, j'aurais tant aimé croire à l'histoire. Mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand, et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers copains, oubliés au hasard des mauvais chemins.
C'est une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit. Je voudrais tellement l'oublier avec toi. Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux, je veux être un enfant heureux. C'est mon Noël, le premier de ma vie, où le rêve ne m'est plus interdit. C'est beau, puis c'est inattendu. Je suis un peu nerveux quand je chante tout seul avec une guitare, parce que j'ai Oui. pas tellement l'habitude de chanter. La chanson est assez émouvante pour qu'on partage votre émotion, même sans guitare. Mais enfin, c'est ce genre de chanson là, en plus, que si j'avais fait une tournée pour les mômes, que j'aurais voulu chanter, quoi. Croyez en Dieu? Oui. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Qu'est-ce que vous pensez du problème des prisons? Vous partagez les préoccupations de Johnny? Bah, totalement. Surtout après cette chanson qui est bouleversante, je veux dire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose et à une solution. D'ailleurs, je me souviens, je ne sais pas si tu connais quelque chose de réglementation des prisons, mais j'ai moi aussi un exemple très précis, puisque c'est on ne peut plus récent. J'ai reçu il y a quelque temps une lettre bouleversante, émouvante, d'un prisonnier qui se trouve à Clairvaux depuis 19 ans et qui sort dans 1 an. Il est entré à 20 ans et sortira à 40 après 20 ans de prison. Vous le connaissez? Non. Pas du tout. Et à la réception de sa lettre, j'ai décidé de lui envoyer un colis. Et j'ai fait faire un colis énorme que j'ai envoyé à Clairvaux. Et le colis m'est revenu avant-hier sans aucune explication, sinon celle de refuser par l'administration pénitentiaire. Je ne m'arrêterai pas là, je veux savoir pourquoi, mais je trouve ça lamentable dans le sens où mes chiens sont mieux traités, enfin, ils sont plus heureux. Ouais, c'est vrai, c'est exact. Je crois qu'en Amérique, ils n'ont pas ces problèmes. Ce qui m'avait donné l'idée, en plus, tu sais, pour les mômes, de faire ça, c'est... j'avais acheté un disque un jour d'un chanteur américain de country que j'aime beaucoup, qui s'appelle Johnny Cash. Ouais, Cash. Et qui avait fait un enregistrement en direct d'une prison qui s'appelait Saint-Quentin. Et c'est ce qui m'avait donné l'idée, à moi, de faire justement ce truc pour les mômes. Seulement, on n'est pas en Amérique, et je crois qu'en France, il y a quelques problèmes. Ouais. J'ai fouillé des papiers il y a quelques jours et puis j'ai retrouvé une jolie chanson. J'ai trouvé une jolie chanson qui s'intitule Les moulins de mon cœur. Alors j'ai remonté la filière, bon j'ai trouvé que c'était une jolie chanson de Michel Legrand, que certains artistes l'avaient interprétée. Et puis en poussant un petit peu plus loin mon enquête, je suis arrivé à établir que Alain Delon l'avait chanté cette chanson mais qu'on ne l'avait jamais entendue. Que ça s'était passé il y a 5 ans. On peut bien le dire, on est entre nous ce soir, on vient de finir de dîner. C'est vrai, il y a 5 ans. Ah, il y a 6 ans, oui. Que tout le monde vous avait trouvé une voix Oui. très belle. Non, je rigole là parce que je sens que vous partez sur un beat, Philippe. Parce que vous voulez me faire chanter. Non, oh, pas vous, oh, non, absolument pas. Oh non, Alors, absolument pas. malheureusement, pour Non, me faire chanter, il aurait fallu essayer de me faire chanter avant Johnny. Parce qu'après ce que je viens d'entendre, je crois que le meilleur des compliments pour Johnny et la plus grande Non, des mais je veux pudeurs dire- serait de rester sur le joli Noël. Non, Ne comptez pas sur moi pour chanter. Non, mais je me dis, vous êtes parti sur un flop là. Allez, Jeanne, commencez. Non, monsieur Mille, vous allez y aller. Oh non, là, là, absolument. Je suis là depuis des heures. Mais si. Comment ça commençait? Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un man. Alors là, je sais plus où on va là. Non, vous y allez. Non, mais... Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom
tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de lait entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine, ce que c'est mauvais pris dans les nappes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, c'est faux, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Le dernier, vous le garderez pour demain. Je crois que finalement, c'est lui le plus fort. Ah oui, c'est le plus fort, là, Vous a été proposé par Georges Pogas et Philippe Bouvard, avec la participation de André Tomasi, Jean Misler, Raymond Danon, Raoul Mille, Jeanne Birkin, qui a interprété Dadou Guidoudin, paroles et musique de Serge Gainsbourg, Nathalie Drivet, Jeanne Goupil, Johnny Hallyday, qui a interprété Noël interdit, paroles de Michel Mallory, musique de Johnny Hallyday. Alain Delon, qui a interprété Les Moulins de mon cœur, paroles d'Eddie Marnet, musique de Michel Legrand. Avec Laurent Petit-Girard au piano, Teddy Lasserie à la flûte et au saxo, Pancho à la basse, Alto Ramano à la batterie. Décorateur, Michel Jagneux. Ensemblier, Claude Verche. Directeur de la photo, Jean Le Limousin. Ingénieur de la vision, Jean Chénard. Cadreur, Jean-Pierre Calino, Luc Grimaud, Jean-Jacques Pasquier, Marie-Josée Piala. Ingénieur du son, Daniel Duigou. Montage magnétoscope, Jean-Pierre Vullien. Assistant réalisateur, Marie-Joseph Duberger. Script, Catherine Pichonnier. Réalisation, Jean-Claude Echinger. Bonsoir.